Donc, être libre, est-ce faire tout ce que l'on veut? Alors, le point de départ du cours, on l'a fait ensemble avec toutes les classes, c'était de partir de ce constat, cette revendication par certains citoyens américains du droit et de la liberté de porter une arme au nom du second amendement de leur constitution. C'était en effet des mots qu'on trouvait et on a même vu que le slogan de la NRA, l'association pro-armes américaine, c'était « Vivre libre ou mourir » avec ce faux dilemme, cette fausse alternative, comme s'il ne pouvait y avoir de liberté qu'en tant que liberté individuelle absolue. Donc, ce constat, il nous a amené à constater un paradoxe qui était le fait que, à revendiquer une liberté individuelle absolue, on se rendait compte que ça impliquait indirectement une limitation de la liberté de tous, puisqu'il y avait énormément de morts accidentelles tous les jours et que finalement, une revendication d'une liberté à outrance conduisait à une négation de la liberté générale. Donc, ça nous a permis de poser la problématique que vous avez ici. Alors, vous suivez sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on peut, voilà. Être libre, est-ce faire tout ce que l'on veut? En d'autres termes, est-on libre si on ne rencontre aucun obstacle dans l'assouvissement de nos désirs, ou doit-on admettre que certaines limites nous permettent de vivre ensemble et d'éviter le règne de la force? Cette formule-là, on pourrait très bien la mettre sous la forme habituelle du « alors qu'être libre nous semble correspondre à la possibilité de faire tout ce que l'on veut, ne doit-on pas aussi reconnaître que certaines contraintes, certaines limites sont nécessaires à l'exercice de la liberté de tous ?» Donc, qu'est-ce qui est en... On peut faire le lien avec le cours sur autrui, évidemment, et on va voir que ce soit la thématique d'autrui ou la thématique de la liberté, en fait, c'est des sujets qui sont on ne peut plus d'actualité, et évidemment qui sont intrinsèquement liés, puisque les limitations de l'exercice de ma liberté vont être déterminées par l'existence de l'autre et par la nécessité de le respecter. D'accord, donc effectivement, le lien est tout à fait pertinent. Première partie du cours, donc on défend à fond une première conception qu'on pourrait dire un peu naïve de la liberté, comme possibilité de faire tout ce qui nous plaît, d'assouvir absolument tous nos désirs, sans aucune restriction. Pourquoi? Parce que la moindre restriction serait une frustration qui provoquerait en nous de la souffrance, ce qui n'est pas souhaitable. Donc on voit bien la liberté comme l'absence d'obstacle absolu, c'est la première définition qu'on peut proposer, et donc le fait de ne pas être empêché, orienté, ni contraint dans ses mouvements. Être libre, c'est aussi assouvir l'ensemble de ses désirs sans aucune restriction ni frustration. Et pour développer cette idée, référence qu'on a déjà vue en cours mais sur laquelle je repasse rapidement, la référence au dialogue entre Socrate d'un côté et Calliclès de l'autre dans le dialogue qui s'appelle Gorgias de Platon. Toujours compliqué à expliquer les références de Platon parce que il y a ce jeu de personnages qui est à situer. Gorgias, c'est un dialogue écrit par Platon dans lequel il met en scène plusieurs personnages. Généralement, on a Socrate qui porte le discours de Platon, d'accord, et des interlocuteurs, plus ou moins résistants d'ailleurs, qui tentent de répondre à Socrate. Vous savez, je vous le rappelle encore une fois, que de Socrate, nous n'avons aucun écrit, puisque Socrate se refusait à écrire parce qu'il avait peur que ses écrits puissent mal interpréter. En tout cas, il voulait pouvoir enseigner à l'oral pour pouvoir répondre à son interlocuteur directement aux questions ou aux incompréhensions que susciterait sa pensée. Donc, de Socrate, on n'a que le témoignage, on a entre autres le témoignage qu'en donne Platon à travers ses écrits. Dans Gorgias, le dialogue entre Socrate et Calliclès, ça fait partie des dialogues les plus forts, puisque Calliclès est un interlocuteur vraiment résistant et qui donne du fil à retordre à Socrate. Ils défendent deux conceptions de la liberté différentes, et celle de Calliclès est bien celle d'une liberté absolue. Si on regarde la phrase que je vous ai mise dans le cours, pour Calliclès, la vraie liberté, c'est vivre dans la jouissance, éprouver toutes les formes de désir et toutes les assouvir. Si on veut vivre comme il faut, on doit laisser aller ses propres passions, si grandes soient-elles, et ne pas les réprimer. Alors,
Oui, tout à fait, c'est les écrits de Darwin qui ont été mal interprétés. Alors non, c'est les écrits de Nietzsche. Les écrits de Darwin ont été mal interprétés dans le sens où on a transposé sa théorie dans le champ social. C'est ce dont je vous parlais avec la pensée du philosophe anglais Herbert Spencer qui, de façon complètement fallacieuse, prend les théories de Darwin et les transpose dans le champ social. Ce qui a été mal interprété et ce qui a été aussi utilisé de façon fallacieuse, c'est les écrits de Nietzsche. Les écrits de Nietzsche qui ont été découpés et réagencés par sa propre sœur pour effectivement servir une idéologie nazie. Donc voilà, vraiment un exemple d'interprétation fallacieuse. Et chapeau pour la bonne orthographe de Nietzsche, Raphaël, puisque il y a bien toutes les consonnes nécessaires pour l'écriture du nom. Donc, revenons à la conception de Caliclès, liberté absolue sans aucun obstacle, sans aucune frustration ni restriction. D'accord ? Pouvoir faire tout ce que l'on veut, tout ce qui nous plaît, sans jamais se restreindre. À cela, Socrate va donner une première réponse. La première réponse se joue sur le plan politique. Socrate répond à Caliclès en disant si tu défends cette conception de la liberté, seuls certains individus, les plus forts, les plus riches, les plus puissants, peuvent être libres, puisque cet exercice de la liberté se fait au détriment de l'existence des autres. Ça semble pas poser vraiment de problème à Caliclès, il défend une vision tyrannique et après tout, il défend l'idée que le tyran aurait tort de ne pas profiter de cette situation de pouvoir. Socrate va proposer une deuxième réponse à Caliclès qui ne va pas non plus beaucoup le bousculer, mais qui va être particulièrement pertinente, qui va être de dire cette conception de la liberté absolue au niveau individuel, elle est contradictoire. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi elle est contradictoire ? Je vous laisse une seconde pour y répondre, peut-être. Pourquoi c'est contradictoire de défendre l'idée qu'on est libre en assouvissant tous ses désirs sans jamais se restreindre ? Voilà, je vous laisse une petite la possibilité de répondre. Celui de l'intérêt personnel, oui, c'est contre notre intérêt personnel, y compris de justement ne jamais se restreindre dans l'assouvissement de ses désirs. Pourquoi ce serait contre notre intérêt et ça risquerait de se retourner contre nous ? Alors, je vous donne la réponse, je vous aide un petit peu. On a vu que le désir fonctionnait sous forme de cycle. Voilà, ça banalise effectivement le plaisir d'assouvir certains désirs et surtout, ça nous rend dépendants. Ça nous met en danger, effectivement, parce qu'on ne se restreint plus dans l'assouvissement de ses désirs et ça nous rend complètement dépendants d'un processus qui nous dépasse et duquel on est complètement pris au piège. On devient esclave de soi-même, ce qui est, selon Socrate, le pire des esclavages. D'où le fait que Socrate va défendre une conception, on va le voir après, de la liberté comme maîtrise de soi, avec effectivement, très bien pour l'exemple des Danaïdes, parfait, on va le reprendre par la suite, les Danaïdes étant ces femmes condamnées aux enfers à éternellement remplir des tonneaux percés, donc avec cette image de l'assouvissement des désirs qui ne satisfait jamais, qui ne permet jamais de remplir les tonneaux. Donc très bien pour les réponses, vous êtes au taquet, on peut continuer. Cette conception donc de la liberté absolue entraîne une contradiction, ce qui nous amène à la transition avec le grand 2. La conception de la liberté comme possibilité de faire tout ce qui nous plaît est donc restrictive et elle est aussi contradictoire. Deuxième partie, pourquoi elle est contradictoire ? Parce que si tout le monde fait tout ce qu'il veut, plus personne n'est libre. Donc liberté absolue implique négation de la liberté de tous, contradiction. En effet, si on restreint personne dans l'assouvissement de ses désirs, le risque, c'est que on se marche tous les uns sur les autres. La formule est un peu familière, mais c'est exactement le phénomène qui se met en place. Et finalement, paradoxe absolu, même ceux qui se pensent les plus forts, finalement, finissent par eux-mêmes être réduits à l'esclavage, du moins à la peur permanente d'être renversés par un nouveau plus fort qui viendrait les contredire. En tout cas, les remplacer. Première référence possible, référence à Hobbes, le citoyen. C'est aussi une thèse qui développe, on l'a vu en série générale, dans le Léviathan, dont on a parlé hier. Que propose Hobbes comme théorie ? Il propose une fiction, celle de ce qu'il appelle l'état de nature, qui correspond à la situation dans laquelle seraient les hommes s'ils n'étaient pas soumis au pouvoir d'un état politique. Or, dans cet état de nature, ce que Hobbes décrit, c'est une situation de guerre de tous contre tous, où
les hommes revendiquant une conception de la liberté absolue, c'est-à-dire ne se restreignant jamais dans tout ce qu'ils vont et dans tout ce qu'ils désirent, finalement se marchent les uns sur les autres au point que la situation est infernale pour tout le monde, y compris pour les plus forts. Et donc, la liberté sans aucune contrainte conduit à une négation de la liberté de tous. Et c'est ce climat de peur et de danger de mort violente qui fait que les hommes finissent par accepter de passer le fameux pacte social dont on reparlera dans le cours sur la société avec les séries générales. Mais de toute façon, c'est une idée qu'il faut que vous reteniez. Exactement, la peur de l'autre vient tout à fait aussi dans le chapitre, intervient aussi dans le chapitre sur autrui, puisque je vous disais au début, les deux chapitres sont intrinsèquement liés. Ça nous permet de faire un petit peu des révisions. Donc, cet empiètement des libertés les unes sur les autres implique que pour vivre ensemble, il nous faut accepter, et dans un premier temps, on peut le présenter sous la forme d'une contrainte, il nous faut accepter des lois politiques qui ont pour but de nous permettre de mieux vivre ensemble. Ces lois, elles sont contraignantes. Nécessairement, elles m'empêchent de faire certaines choses. Mais paradoxalement, c'est parce qu'elles m'empêchent moi individuellement de faire quelque chose qu'elles vont nous permettre à nous tous d'être libres ensemble. C'est-à-dire de ne pas se craindre mutuellement et se marcher les uns sur les autres. Au point que, il va falloir accepter le respect des lois comme condition de possibilité de notre liberté. Je vous ai mis une phrase de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc on a bien à nouveau le chapitre sur autrui qui intervient. La considération d'autrui dans l'exercice de notre liberté. Deuxième référence hyper précieuse, texte de Montesquieu de l'Esprit des lois. Regardez la date, 1748, c'est pas anodin. Montesquieu écrit au siècle des Lumières où on pense la liberté et où on commence à penser la liberté au sens politique du terme. Prenons ce texte une seconde, on va le lire et on va le décortiquer ensemble. Alors, hop là. Le texte, pardon, voilà, ici. Donc le texte de Montesquieu, c'est celui-ci, donc le troisième que vous avez sur votre page. Les séries générales l'ont sur un autre document. Ici, on peut le lire ensemble. Il est vrai que dans les démocraties, je suis au fur et à mesure, le peuple paraît faire ce qu'il veut. Mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l'on veut. Dans un État, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à vouloir faire ce que l'on doit vouloir et à n'être pas contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir. Il faut se mettre dans l'esprit ce que c'est que l'indépendance et ce que c'est que la liberté. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent, et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'y aurait plus de liberté parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir. Donc, le paradoxe qu'on décrit, on le voit très bien à la fin du texte. Si un citoyen pouvait faire ce que les lois défendent, il n'y aurait plus de liberté. Trop de liberté conduit à négation de liberté. Et on a bien cette définition dans ce texte de la liberté comme étant intrinsèquement liée à la notion de loi. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent pour nous assurer des bonnes conditions du vivre ensemble. Les lois sont donc une condition de possibilité de notre liberté et pas une négation de celle-ci, ce qui pourrait sembler paradoxal au premier abord. Alors, dans le cours, je vous ai mis une petite remarque sur la liberté politique. Pourquoi ? Parce que, et là, fallait que je vous explique absolument cette partie-là, parce qu'en fait, la liberté n'a pas toujours eu le même sens. Ce qui se passe, c'est dans l'Antiquité, les hommes ne sont pas perçus comme des atomes indépendants les uns des autres, égoïstes, mais sont plutôt conçus comme des membres d'une société. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, généralement, les penseurs estiment que pour être véritablement homme, il faut être citoyen, c'est-à-dire s'épanouir dans une cité. Pourquoi ? Parce que c'est une idée qu'on trouve chez Aristote, par exemple. L'homme est un animal politique, dit Aristote au début d'un ouvrage qui s'appelle Les Politiques. L'homme est un animal politique et c'est dans la sphère de la cité, c'est-à-dire dans la vie en commun, qu'il peut développer pleinement ses capacités intellectuelles d'un côté, donc sa réflexion, sa délibération, son jugement, sa raison,
et de l'autre ses capacités morales, donc la capacité à prendre en compte l'existence de l'autre, à le respecter, à l'écouter et à construire quelque chose en commun. Donc dans l'Antiquité, la liberté, elle est liée à la sphère politique. À l'époque moderne, c'est-à-dire l'époque moderne, on la situe caricaturellement à partir du XVe siècle, on conçoit beaucoup plus l'homme comme étant un être égoïste qui n'est pas directement lié à une société dans laquelle il évolue. En tout cas, il évolue plus dans la société par besoin que parce que ça fait partie de son humanité. Et donc, à partir de ce moment-là, on vante plutôt la liberté individuelle plutôt que la liberté politique. Et c'est à partir de ce moment-là que justement le vivre ensemble est pensé plutôt comme une contrainte que comme une condition de possibilité de la liberté. C'est la thèse qui est développée par Benjamin Constant, dont on a parlé déjà dans le cours sur la vérité, dans un texte qui s'appelle « La liberté des anciens » comparée à celle des modernes. Donc, vous pouvez retenir cette distinction, cette évolution de la définition de la liberté au cours de l'histoire. Je vous ai mis une petite remarque sur l'articulation liberté-sécurité. Vous remarquez que cette remarque est plus que d'actualité avec cette mesure de confinement. Donc, on peut peut-être se faire une petite parenthèse un peu plus actuelle. Qu'est-ce qui se passe par rapport à nos libertés quand on impose au niveau étatique un confinement général des individus? Au niveau de la liberté individuelle, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez répondre dans le chat si vous avez la réponse. N'hésitez pas, hein, même si c'est une bêtise, on peut... donc le confinement qu'on est en train de vivre là actuellement, qu'est-ce que c'est au niveau de nos libertés individuelles? Premier sentiment, effectivement, l'enfermement. Cet enfermement, justement, à quoi il correspond au niveau de notre liberté? Est-ce qu'on a l'impression d'être libre en étant enfermé? Et oui, ça nous prive complètement de nos libertés. Elle est radicalement restreinte. Elle est même, voilà, restreinte à son plus strict essentiel. La liberté de mouvement, ça semble être la plus essentielle. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que c'est pour garantir la sécurité de tous, et donc y compris nous-mêmes, que ces mesures de confinement sont prises. C'est-à-dire qu'elles restreignent notre liberté au nom de notre sécurité et donc indirectement de notre liberté sur long terme. Ce qui semble complètement paradoxal. Petite remarque, ces mesures n'auraient peut-être pas dû être prises au niveau de l'État si les citoyens avaient d'eux-mêmes été responsables et avaient pris en considération les mesures qui avaient été prises par exemple depuis jeudi dernier, les mesures consistant à ne pas trop sortir, ne pas trop s'approcher, etc. Donc en fait finalement c'est une défaite en tant que citoyen de notre part que de ne pas avoir su prendre conscience des risques et donc finalement limiter nos libertés par nous-mêmes. C'est dommage que ça vienne de l'extérieur et qu'on n'ait pas cette prise de conscience là. Évidemment, la liberté est liée à notre responsabilité puisque en sortant, on prenait le risque de contaminer autrui, donc pas en sortant, mais en tout cas en étant en contact proche avec les autres. Articulation liberté-sécurité, hyper intéressante à traiter avec d'autres termes d'actualité. La question de la surveillance des citoyens, par exemple. Alors, je vous ai mis quelques extraits de vidéos. Si vous passez sur... Voilà... cette vidéo-là, France 24, sur évidemment le système de surveillance mis en place par le gouvernement chinois. Restriction absolue des libertés, vous le savez très bien, au nom de la sécurité. Dans quelle mesure est-ce que ça relève pas de l'abus? C'est une discussion politique absolument essentielle et très problématique. Certains citoyens en souffrent, d'autres en revendiquent l'utilité sociale. En tout cas, c'est quelque chose de problématique, sachant que dans la société chinoise, le sens du collectif n'est pas du tout le même que le nôtre. Et effectivement, l'expérience des personnes qui partent en Chine est absolument explicite sur l'effet sur la liberté. On se sent complètement oppressé, apparemment, c'est absolument effrayant.
Deuxième documentaire que je pourrais vous conseiller, donc cette vidéo-là, je vais vous l'envoyer juste après, c'est quelque chose finalement qu'on trouve facilement. Deuxième vidéo hyper intéressante qui s'appelle Un œil sur vous, citoyen sous surveillance, pardon. Vidéo d'Arte, reportage d'Arte, hyper long mais très complet sur la question, notamment d'utilisation des caméras, par exemple, des caméras devant chez vous pour limiter... pour limiter les infractions ou autres. Donc, si on revient un petit peu à notre réflexion, voilà, on a cette articulation liberté-sécurité avec ces lois comme condition de possibilité. Deuxième aspect, on n'y revient pas, la conception de la liberté sans limite conduit à une contradiction de la liberté, puisque en ne se restreignant pas du tout, on finit par devenir esclave de soi-même. Petite remarque, regardez le texte de Platon que je vous ai mis en annexe. Texte de Platon, voilà. Il est ici, c'est le premier. Donc dialogue entre Socrate d'un côté, qui porte la parole de Platon, et Calliclès de l'autre, le sophiste, qui défend cette conception de la liberté absolue. Je vous ai mis l'extrait où justement Socrate répond à Calliclès en disant en menant une vie, ce qu'il appelle une vie déréglée, finalement tu te rends esclave de toi-même. Et c'est là où il développe la conception, l'image des tonneaux, les tonneaux des Danaïdes qui se remplissent éternellement sans jamais pouvoir assouvir. Oui, c'est un prof passionné, on se fait des écoutes de live, des lives mutuels, on rêve d'un duo philomate, mais on n'a pas pu encore le mettre en application. Donc on le fera un de ces jours. Donc voilà, réponse que fait Socrate, à Calliclès, tu te contredis en défendant cette conception de la liberté. Réponse de Calliclès, quand même, tu ne me convaincs pas, Socrate. C'est ce qu'on appelle un clash philosophique, hein, la réponse est claire, d'accord, tu as bien essayé, Socrate, mais non. Pourquoi ? Parce que l'homme qui se tempère, finalement, c'est un homme qui, regardez, n'a plus aucun plaisir, et il vit comme une pierre. C'est-à-dire que Calliclès associe cette vie de tempérance, où on modère ses désirs, à une vie où il n'y a plus aucun plaisir. Et donc, Calliclès réaffirme juste après ça, la vie de plaisir est celle où on verse et où on reverse autant qu'on peut dans son tonneau. Donc lui défend une conception, il redéfend une conception de la liberté absolue, sans aucune limite ni contrainte. Donc, on arrive à la fin de notre deuxième partie, on a défendu une conception de la liberté politique avec certaines restrictions et une contradiction interne qu'il y aurait à une conception de la liberté absolue. Ce qui nous permet de passer à une troisième partie dans laquelle on va défendre l'idée que la liberté ne se pense pas en termes d'absolu, qu'il existe des degrés de liberté et que la liberté non seulement s'apprend mais se conquiert. C'est-à-dire que c'est au cours de notre existence qu'on apprend à être libre, qu'on devient de plus en plus libre et qu'on apprend à assumer donc justement nos responsabilités qui sont intrinsèquement liées à notre condition d'être libre. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite. Vous me dites si vous voulez que je réexplique quelque chose. Donc, troisième partie, on envisage qu'il existe des degrés de liberté et que ces degrés s'acquièrent progressivement au cours d'une existence. Premier point qu'on peut souligner, c'est que l'homme ne vit pas seul, qu'il vit en communauté et qu'il apprend à vivre avec les autres. Et que finalement, même si le respect d'autrui s'impose d'abord à lui comme une contrainte, on voit très bien, par exemple, les enfants qui ont des frères et sœurs, qui doivent se limiter dans ce qu'ils font parce que d'autres existent, mais cette expérience dès l'enfance leur apprend plus tard à beaucoup plus facilement prendre en compte l'existence de l'autre. Phoenix 33, pas de jugement moral sur la liberté c'est bien, ça fait très slogan de propagande de n'importe quoi d'ailleurs, pro-démocratie, pro-IVG, pro ce que vous voulez, mais évite ce genre de phrase un petit peu... Donc, revenons à nos moutons, degré de liberté, donc on apprend à vivre avec les autres. Et on pourrait croire naïvement que toute autorité va à l'encontre de nos libertés, et pourtant, il faut d'abord, effectivement, apprendre à obéir. Parfait, remarque très pertinente qu'on va développer tout de suite. Donc, on apprend à obéir, et à ce titre-là, l'éducation est absolument précieuse et centrale. Éducation en tant qu'homme et éducation en tant que citoyen. C'est-à-dire éducation au sein de la famille, par exemple, et éducation au niveau d'une nation. Voilà. Si vous entendez un bruit de fond, vous inquiétez pas, c'est mon chien qui fait des ronflements qui sont absolument hallucinants.
Donc voilà, on dirait une machine à laver, je ne sais pas si ça s'entend, mais c'est assez perturbant. Donc, ce grand 3, on défend bien les degrés de liberté et l'idée que la liberté relève peut-être d'un apprentissage, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut d'abord accepter des contraintes, accepter l'obéissance avant de devenir plus libre. Référence possible, référence à Kant dans ses réflexions sur l'éducation. Petite remarque sur l'étymologie du terme éducation qui vient du latin ex hors de, ducere, conduire. L'éducation est bien un ensemble de techniques mises en place pour permettre à l'individu d'apprendre à se conduire par lui-même, de ne pas avoir besoin d'un tuteur, image qu'on a déjà vue chez Kant, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un texte de Qu'est-ce que les Lumières ? Le texte commence par la paresse et la lâcheté sont les causes qu'un si grand nombre d'hommes, toute leur vie durant, préfèrent rester mineurs. Effectivement, ils préfèrent avoir un tuteur. Alors, ils préfèrent avoir un tuteur plutôt que de penser par eux-mêmes. Or, Kant appelle à sapere aude, ose et le courage de penser par toi-même. Alors, je lis les questions en même temps. Du coup, Gaïa est adorable, oui, ça c'est sûr. Ensuite, voilà, être libre et autonome, c'est un peu limité à ce qu'on nous apprend à faire comme on nous apprend à le faire. Et non, justement, le but de la bonne éducation, c'est de nous apprendre à obéir pour ensuite pouvoir mieux exercer un regard critique sur la propre éducation qu'on a reçue. On n'y a aucune éducation parfaite, hein. L'éducation idéale est une utopie développée par beaucoup de philosophes, mais en tout cas, le principe de l'éducation, c'est d'apporter un cadre, tout aussi critiquable soit-il, qui permette à l'individu par la suite de s'émanciper. Une éducation qui aurait pour but, par exemple, de contraindre un individu à un état d'enfance toute son existence, ne serait pas une véritable éducation. Donc voilà, cette conception est forte. On peut parler de la référence avec les porcs épiques, effectivement. Alors, les références avec les porcs épiques, j'en ai reparlé dans la vidéo sur Autrui hier. Référence avec les porcs épiques développée par Schopenhauer pour développer le fait que les hommes sont toujours entre deux dans les relations sociales, c'est-à-dire qu'ils cherchent à se rapprocher et dès qu'ils s'approchent trop, ils ne se supportent plus, donc ils s'éloignent. Et donc, Schopenhauer disait dans ce texte travaillé en début d'année avec les STI que on trouve un intermédiaire, et cet intermédiaire, il consiste entre autres dans tout ce qui est bonne manière, politesse, tout ce qu'on apprend effectivement dans l'éducation. Donc, très bonne référence, très pertinente ici. Donc, est-ce qu'on peut donner l'exemple des événements actuels ? Évidemment qu'on peut tout à fait parler d'un confinement à propos de la liberté. Souvenez-vous toujours qu'en fait, la force de la philosophie et sa pertinence assez universelle, c'est justement de poser des questions qui se posent et se reposent de façon éternelle et sans solution possible. En tout cas, le simple fait de se poser la question, c'est déjà avancé au niveau de la prise en considération. Donc oui, évidemment, Zoé, on peut utiliser cet exemple pour un sujet sur la liberté. Si on revient à Kant, donc je vous disais réflexion sur l'éducation. Pour Kant, l'éducation commence par ce qu'il appelle la discipline, c'est-à-dire une période où on fait obéir l'enfant. Il faut lui poser un cadre, parce que si on ne lui pose pas de cadre, c'est lui qui va chercher à en imposer un. Or, l'enfant, comme pour Kant, il n'est pas encore capable de véritablement penser par lui-même, en tout cas, il n'est pas capable de savoir vraiment et de choisir ce qui est bon pour lui, et ben, il a besoin de ce cadre pour ensuite devenir libre, pour ensuite devenir autonome. Le terme même d'autonomie, autonomos en grec, ça veut dire sa capacité à se donner à soi-même la propre loi de sa conduite. Donc on est dans cette conception-là de la liberté comme autonomie. En tout cas, regardez cette citation, je dois habituer l'élève à tolérer une contrainte pesant sur sa liberté et en même temps, je dois le conduire à faire un bon usage de sa liberté. Donc je dois l'empêcher de faire certaines choses pour qu'ensuite il puisse être plus libre par lui-même, d'accord ? Donc le but, c'est bien de permettre à l'enfant de s'émanciper par la suite. C'est pas le contraindre à un état d'enfance absolu ou d'asservissement ou de servitude totale. C'est bien de lui permettre d'être plus libre.
Super pour la version grecque. Merci pour l'alphabet grec, magnifique. Hein. Il y a des hellénistes parmi nous, puisqu'il y en a quelques-uns qui résistent au lycée, qui continuent à faire l'option grecque, il me semble. Donc, ils vont peut-être réagir. Je sais qu'ils sont là. Magnifique le grec, évidemment. Paul, nous sommes tout à fait d'accord. Cœur sur toi. Donc, l'idée de l'éducation, on la retrouve dans d'autres domaines. Certaines contraintes peuvent servir de tremplin à l'exercice de notre liberté. Et l'exemple que je voulais vous proposer, c'est un exemple en matière d'art. Pourquoi? Parce qu'en art, on voit très bien que parfois certaines contraintes techniques, matérielles, thématiques nous conduisent à des œuvres d'art absolument incroyable. Et c'est Baudelaire lui-même qui disait que dans son processus de création, finalement, le fait d'être confronté à des contraintes, notamment dans la poésie en vers, lui avait permis de rechercher au plus profond de lui-même sa créativité. Donc d'exercer sa créativité. On pourrait l'illustrer très bien avec plein d'exemples d'œuvres en matière de sculpture. On a tendance généralement à exclure un peu la sculpture de l'art. Or, en sculpture, il y a des choses incroyables, il y a des œuvres absolument incroyables. Il me semble que je vous avais montré l'œuvre de Michel-Ange qui s'appelle La Pietà, qui est en marbre, qui est d'une beauté absolument folle. Je peux vous montrer aussi des œuvres, regardez tout de suite, je ne les avais pas préparées, mais maintenant que j'y pense, de Rodin, avec justement, donc vous connaissez certainement le penseur, mais si on regarde par exemple les mains sculptées par Rodin, c'est des matériaux qui sont d'une difficulté incroyable, et pourtant ce qu'arrive à en rendre Rodin, c'est un rendu parfaitement lisse et presque paradoxalement vivant, ce qui est absolument fou quand on regarde un petit peu. Donc ça c'est du marbre, ça ce serait plutôt du bronze, mais vous voyez tout à fait la finesse de ces créations-là. Regardez aussi les sculptures, je vous en ai parlé un petit peu hier, de Camille Claudel, qui sont absolument magnifiques. Et petite remarque sur Michel-Ange, dont je vous parlais à propos de la Pietà. Michel-Ange était un très grand, peut-être selon moi, un plus grand sculpteur que peintre. Peut-être justement parce que la contrainte matérielle était beaucoup plus difficile en sculpture qu'en peinture. Merci. Ouais, Axel, tout à fait, le penseur, c'est de Rodin, et je vous recommande un jour, si on arrive à sortir de chez nous. Quoique, il y a plein de musées en musique virtuelle, mais si on arrive à sortir de chez nous, d'aller au musée Rodin à Paris, où il y a des œuvres magnifiques. Et voilà, je vous conseille vraiment ça. Donc, conclusion, on a remis en cause la conception de la liberté absolue pour admettre dans un premier temps que cette conception était contradictoire au niveau individuel comme au niveau politique. Et ensuite, troisième partie, on a admis qu'il existait des degrés de liberté et que la liberté n'était pas une donnée absolue, mais une conquête de l'individu pour devenir pleinement homme. C'est-à-dire on finit par défendre une conception de la liberté comme autonomie, capacité à se maîtriser soi-même et puis à agir en fonction des propres lois de sa conduite, en être intelligent et moral. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Mais dans l'idéal, on pourrait défendre cette conception là de la liberté. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cours? Je vous laisse peut-être 2 minutes pour écrire vos questions. Vous n'hésitez pas, ça c'est le condensé vraiment de ce cours sur la liberté. Et on va voir un deuxième aspect de la thématique de la liberté. Cette fois, ce sera un sujet nouveau pour tout le monde. Ce sera la question de savoir, la liberté est-elle une illusion? Donc on va le voir dans un deuxième temps. C'est un cours que j'ai préparé cet après, mais j'aimerais en profiter pour faire un peu de méthodo avec vous pour ceux qui veulent rester. Donc posez vos questions d'abord avant que je coupe l'enregistrement pour en passer à un second. Donc ça va, c'est clair. Sortie scolaire au musée, si seulement on avait des budgets, je vous jure qu'on sortirait bien plus que ça. Je vous enverrai des liens tout à l'heure pour les visites de musées en virtuel qui sont disponibles actuellement. Il y a des trucs magnifiques. Donc, des questions ou pas? Non, ça va? Rassemblement, pas de rassemblement en ces conditions. Hein. Vous vous rassemblez virtuellement, solidarité de loin. Hein.
Vous vous faites des câlins, mais des câlins virtuels à distance, d'accord? Donc voilà. Donc le cours est déjà fait, oui, tout à fait. Ce premier cours est en version rapide. Vous pouvez reprendre, relire les références. Donc très bien. Bon, je mets pause à ce premier live. Je vais boire un coup et je reviens tout de suite.